Donne la parole. Eh non, regarde, ça a coupé. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Farida Amiour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être venue Farida. Merci à toi Sabine pour ton invitation. Donc moi, je suis très très heureuse de t'avoir parce qu'en fait, toi et moi, on a une petite historique. Ouais. On va remonter un peu dans le temps, mais on s'est connus il y a 6 ans, 7 ans, En 6 ans et 2020, demi, ouais. en 2000, à cheval entre fin 2019 et 2020. Absolument. Alors pourquoi? Alors, on s'est connus dans le cadre de la campagne de Gilles Lagège, qui candidatait pour le poste de maire en 2020, et donc rapidement une belle amitié est née. Oui, en fait, je me rappelle tout de suite, ça a vraiment bien matché. Ouais, ouais. Toi, tu étais beaucoup sur le terrain, alors moi aussi, Mmh. pour cette campagne-là, j'étais à fond. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que, en fait, ce qui m'a plu dans ces deux campagnes, parce qu'il y a eu une deuxième campagne, c'est qu'on a vraiment tissé des liens, en fait. Oui, oui. Et je me rends compte qu'il y a vraiment une solidarité qui s'est installée et une amitié, en fait, on peut le dire, une belle amitié. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai très envie de recevoir chez Artop et dans Artistiquement Vôtre des profils comme le tien qui ont, alors pas que artistique, mais quand même, mais quand même, je tiens à le dire, tu as une fibre artistique. Oui, Donc on va dévoiler petit à petit. C'est la danse, je crois. Absolument, j'ai toujours aimé la danse depuis petite, donc j'en ai fait à un certain niveau, moderne jazz, pour faire voilà, des spectacles, des castings et surtout danser. À l'heure actuelle, je continue de temps en temps à suivre des masterclass avec un chorégraphe. Ah, donc encore aujourd'hui? Oui, américain, Just Netto, que vous pouvez retrouver donc sur, on le trouve où, en fait? sur Instagram, etc. Et en fait, il fait le tour du monde pour proposer des masterclass. Et c'est des masterclass de très bon esprit, de tout niveau. Et vraiment, c'est une belle énergie. Et donc là, il vient à Paris au mois d'avril. Il vient très régulièrement. Il fait Milan, New York, Londres. Il va au Brésil. Voilà. Donc c'est vraiment, alors c'est de la moderne jazz. voilà, c'est ça. Et c'est là maintenant, c'est vraiment que du plaisir, du loisir. Je suis pas dans une dynamique de performance, de spectacle, de casting. Voilà, c'est vraiment danser pour le plaisir. Et ça t'a toujours plu? Toujours. Ouais, donc ça t'a toujours animé. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de revenir un petit peu dans le temps et de savoir un petit peu, déjà, Farida, petite fille, est-ce que tu avais ces prédispositions pour la danse? Oui, j'avais beaucoup de prédispositions. Dès qu'il y avait un morceau de musique, je dansais. Je dansais partout, je me dandinais. Voilà, j'avais le rythme dans la Et alors, est-ce que dans ta famille, il y avait des danseurs, par exemple? Non, pas spécialement, Une mais grand-mère, voilà. une grand-tante? Pas vraiment. Non, Pas vraiment. t'as Je pas suis un peu l'électron libre. Ouais. Parce que souvent, ça peut sauter des générations. Moi, j'ai remarqué, tu as des grands-pères peintres et puis tu as des petits-enfants peintres. Enfin, souvent, la fibre artistique, elle. Alors après, bon, la danse, c'est peut-être. C'est un mode d'expression corporelle. Absolument, oui, bien Et sûr. donc, on va dévoiler aussi ton métier. Oui, alors j'ai deux métiers. Je suis infirmière et psychologue clinicienne. Donc j'ai commencé d'abord ma vie professionnelle en tant qu'infirmière, en réanimation, au réveil, donc dans des services où les personnes étaient ou sont dans des situations extrêmement précaires physiquement. Ouais. Et puis, lorsque j'ai entrepris mes études de psychologue, parce que j'ai souhaité changer de métier, j'ai travaillé en psychiatrie. Ah oui, psychiatrie, ouais. Voilà. Donc la santé mentale n'a aucun secret pour toi. Presque pas. Après, donc en fait, le corporel et le mental, finalement, c'est extrêmement lié. Ah, c'est très lié. Et d'ailleurs, en psychiatrie, on travaille beaucoup la question de la corporalité. Et on peut travailler à travers une médiation danse. On peut travailler. Alors moi, j'ai aussi une autre fibre artistique qui est le théâtre. Et dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai pu proposer des ateliers théâtre avec des comédiens, d'autres psychologues qui, effectivement, proposaient ça aux patients. Donc, on met en scène le corps, on met en scène la voix, la parole, le regard. Et on voit un petit peu comment les patients se saisissent des différents exercices tout en prenant en compte leur fragilité. Donc voilà, ça a vraiment un intérêt. Voilà, moi, ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est de démontrer que déjà, tu avais des prédispositions, donc ça, indéniablement, mais en fait, qu'il y a un sens par rapport au choix de métier, finalement, double métier, parce que
Et même tu m'avais dit en off que finalement tu aurais aussi pu être danseuse. Oui, j'aurais très bien pu. C'est pour ça que pour moi, tes multiples talents. Merci. Et non, mais au niveau de tes prédispositions, tes appétences et ton besoin d'aider les autres, de comprendre les autres, parce qu'il y a compréhension de l'autre. Et c'est vrai que la corporalité, la gestuelle, enfin, tout a du sens. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de profil parce que pour moi, l'artistique, en fait, c'est lié à ton, enfin, déjà tes prédispositions, ce que tu as de manière innée ou pas, et ce que tu en fais, parce que tu peux aussi avoir des prédispositions puis rien en faire. Absolument. Et souvent, alors c'est ce que je dis aux artistes que je reçois, c'est que souvent ils s'autorisent pas à être artistes. En fait, ils font des métiers très alimentaires, ils sont assez gris, ils n'ont pas de sont pas du tout épanouis dans ce qu'ils font. Alors, certes, ils ramènent de l'argent et ça comble leurs besoins primaires, mais ils ne sont pas du tout alignés, en fait, avec leur essence profonde. Et c'est un petit peu ça que j'essaye de démontrer à mon petit niveau, mais... non, à ton niveau tout court, Sabine. Non, mais oui, mais... Enfin, c'est... À ton niveau tout court, j'insiste. À mon niveau, on va dire. Merci. C'est que souvent ces gens-là ne s'autorisent pas à être artistes. Et moi, j'essaye toujours de leur dire, mais non, en fait, regarde déjà quand tu étais enfant, tu l'avais en toi et c'est toi qui t'autorises pas à devenir qui tu es, en fait. Et même dans des moments extrêmement mortifères, compliqués, parce que donc moi, je suis psychologue depuis 2009 et que lorsqu'il y a eu la crise Covid, étant infirmière de réanimation, ayant des compétences techniques, il était évident pour moi que je devais me porter volontaire et donc je suis allée sur la réserve sanitaire en renfort Covid et donc je suis allée dans des réanimations sur la première vague, deuxième et troisième vague. Et dans ces moments de crise mortifère avec un virus quand même qui tuait beaucoup, etc., on va pas parler du Covid, c'est pas l'objet, et ben rapidement, il y a une espèce de créativité du côté du vivant qui s'est exprimée et on a mis en place des petites choses pour humaniser les soins. Parce que c'est vrai que c'était un moment, surtout la première vague, les visites étaient interdites, il y avait beaucoup de décès, un contexte comme ça en vase clos, très mortifère pour les soignants, mais aussi bien sûr pour les patients. Et on a commencé à mettre des petites choses en place, soit à mettre des photos de nous sur nos badges, parce qu'effectivement on était tellement harnachés entre le masque FFP2, la Charlotte, les lunettes, etc. Bah, on était un peu tous semblables. Et puis, dans une autre réanimation, été 2020, en région parisienne, on mettait en place ces petits cahiers du jour pour chaque patient. Et à la fin de la journée, on écrivait un petit mot pour le patient. On s'adressait à lui en disant votre journée a été compliquée, vous avez fait de la fièvre. Alors, c'était pas des transmissions médicales, factuelles. Donc, c'était rédigé, c'est ça? Voilà, c'était rédigé. En fait, c'était pour... L'idée, c'était quand le patient se réveille, qu'on puisse lui restituer ce qui s'était passé pour lui pendant cette période d'inconscience et de laisser un souvenir, alors un souvenir bon, mauvais, mitigé, etc. Et donc, moi, j'avais à cœur, même après 12 heures de journée intense, de m'asseoir parce que c'était un moment où je réhumanisais les choses. Et donc, j'écrivais, ben voilà, aujourd'hui la météo est très mauvaise, mais par contre, les nouvelles sont bonnes pour vous, on commence à vous réveiller, vous avez eu la visite d'un tel, etc. Voilà, 3-4 lignes comme ça. Bien. Je reviens demain m'occuper de vous. Ou demain, ça sera telle infirmière qui vous connaît bien. Votre fille a appelé pour prendre de vos nouvelles. Enfin voilà, des petites choses de la vie, de restaurer quelque chose du vivant et de la vie du patient. Qui a eu cette initiative? Alors en fait, c'est des discussions discussions. Alors il y avait des choses qui avaient été un peu mises en place et prises dans d'autres réanimations de France, voire à l'étranger. Et puis ces petits cahiers, c'était un peu dans l'air du temps. Et puis finalement, moi j'ai dit bah on essaye, puis on voit si ça prend, ça prend pas, c'est pas grave. Et c'était que dans l'hôpital où tu étais? Voilà, alors je nommerai pas les hôpitaux parce que j'ai tourné sur plusieurs réanimations, parce qu'en tant que renfort Covid, on tourne. Mais voilà, en tout cas, c'était des initiatives qui permettaient, et on demandait aussi sur une autre réanimation, d'apporter des photos de la famille du patient, c'est-à-dire pas juste une photo du patient, mais aussi son environnement. Pourquoi? Parce que souvent les patients, ils arrivaient, souvent ils étaient déjà intubés, ventilés, inconscients, donc nous, on n'avait quasiment jamais eu affaire à eux, pas d'interaction. Et avec les soins, etc., il était très transformé physiquement. Donc du coup, le fait, à un moment donné, de regarder la photo,
ça nous obligeait aussi à nous réhumaniser. Alors, je dis pas qu'on était déshumanisés, parce que quand on j'entends ce que accepte d'aller dans ces services en pleine crise, c'est qu'on est poussé par l'humain et par la notion de service, mais on peut mécaniser un peu le geste. Or, le fait d'avoir une photo, monsieur, madame, ses enfants, le chat, le chien, etc., c'est de dire, voilà, c'est cette personne que tu es en train de soigner là. Et alors, est-ce que j'ai envie de te demander, est-ce que tu te sens différente après Covid de ce que tu as pu apporter à ton niveau? Parce que c'est quand même c'est historique, tristement historique. Oui. Et est-ce que, enfin moi de l'extérieur, je vois ça parce que je suis pas dans le milieu médical, mais j'imagine qu'on n'est pas forcément les mêmes après. Vous avez les aidants, c'est les accompagnants, les soignants, c'est une dimension parce que nous on a vécu ça de manière retranchée, hein, nous on était inactifs. Vous participez à l'extinction de l'économie aussi, de la pandémie, en vous confinant. Le fait de se confiner, ça permettait au virus de mais on se sentait un peu à part. On n'était pas acteurs principaux. Enfin voilà, moi j'ai ce souvenir-là. Oui. Mais j'ai ce souvenir aussi quand parce qu'on applaudissait à 20h. Tu faisais même des vidéos en live. On faisait des lives et c'est vrai que hommage à Christophe pour ses chansons. Christophe Lemaire, parce que non mais c'est vrai. Mais c'est vrai, je m'en souviens très bien. C'était alors nous on faisait aussi des animations de la terrasse, à notre niveau aussi parce que on avait quelques mètres carrés devant nous, même pas pour exister, puis essayer d'apporter un petit peu de réconfort aux gens. Mais c'est vrai que ce que vous avez dû vivre, subir, c'est traumatisant quand même. Alors moi, je dirais une chance particulière, c'est que personne n'est venu me chercher. J'étais déjà psychologue. J'exerçais dans un service hospitalier, touché par le Covid évidemment. Donc si tu veux, je n'ai pas subi la crise de la même façon. Bien sûr que j'ai eu des moments très difficiles en réanimation, etc., comme avec les collègues, mais les collègues en poste ont vu la crise arriver et n'ont pas eu le choix d'y faire face. Donc on vit pas la même chose. Moi je me suis dit, je vais sur l'application MedGo à l'époque, et donc les soignants, vous devez connaître cette ancienne appli, et je suis rentrée dans la réserve sanitaire et j'ai décidé d'y aller. Donc quand on décide, on vit les choses un peu différemment. Ça n'empêche pas d'avoir peur, ça n'empêche pas de vivre des émotions très intenses, etc., mais de se dire, t'as choisi. Ah oui, t'as choisi, oui, mais c'est un choix, moi j'ai envie de dire héroïque quand même. Alors moi je pense que les soignants ne sont pas des héros. Pourquoi? Parce qu'un héros n'a pas mal, n'a pas peur, n'est pas inquiet, ne doute pas. Or les soignants, même en pleine crise Covid, avaient peur, doutaient, étaient inquiets. Ouais, mais c'est un geste héroïque alors quand même. Alors, j'entends le sens de ce que tu veux dire et je t'en remercie pour l'ensemble des soignants, mais parler de héros, c'est dénuer c'est dénuder complètement le soignant de ses émotions, de son humanité. On avait peur. Voilà. Ah, je me doute. Mais en même temps, ça faisait sens. On était là, on savait pourquoi on y était, mais on avait peur parce que effectivement, moi j'ai des collègues qui ont des enfants, des maris qui se cloîtraient pour ne pas contaminer les autres, etc. Bon, moi j'avais Fanfan, ma petite chatte, qui me réconfortait quand je rentrais le soir. Mais c'était une atmosphère très particulière et dire que les soignants sont des héros, quand même, hein. Voilà. Enfin, j'ai du mal avec cette notion. Je comprends. Non, je comprends, mais non, oui, mais néanmoins, tu avais le choix aussi de pas te c'est sûr, ça, sûr. Donc, mais c'est vrai quand on a fait beaucoup de réanimation, qu'on a travaillé dans des gros services et qu'on voit qu'il y a une crise sanitaire. Comme je dis, infirmière un jour, infirmière toujours, même si j'avais changé de métier et j'étais loin d'être la seule. J'ai des collègues infirmières qui avaient quitté le métier, qui s'étaient réorientées. Alors certaines dans des filières artistiques, il y en avait une qui faisait du théâtre de rue et qui est donc revenue en réanimation pour renforcer. Une qui est partie travailler sur des plateformes pétrolières. Enfin vraiment, il y avait plein de profils. Et elles sont revenues. Et elles sont revenues dans les soins. C'est quand même, alors moi, excuse-moi, mais je trouve ça quand même héroïque. À mon niveau, pour moi, c'est héroïque parce que vous aviez le choix d'y aller ou pas. Et vous avez le choix d'y aller, parce qu'avec le risque de quand même de tomber malade. Alors moi, ce risque-là, je me suis dit, alors c'est mon côté fataliste et j'ai un rapport à la vie et à la mort assez que serein. Si ça devait arriver. De toute façon, si je l'avais dû attraper le Covid à la première vague, je l'aurais attrapé dans le métro en sortant. Et est-ce que tu l'as eu? Eh ben, je l'ai eu à la deuxième vague. Pas la première. Pas la première. Voilà. Et j'ai eu une forme moyennement
Parce que alors du coup, comme on est quand t'es dans le milieu médical, tu vois le Covid avec un autre œil, j'imagine. Alors, le Covid, forcément, moi, en étant en réanimation, j'ai vu les formes les plus graves, les formes qui, à l'époque, tuaient. Ouais. Hein, donc, forcément, c'était d'emblée une menace. Mais il y avait effectivement toutes les formes asymptomatiques ou qui ressemblaient à des syndromes grippaux, etc. Comme on a aujourd'hui. Hein. Voilà, et heureusement. Donc, mais je commenterai, j'irai pas plus loin dans les commentaires sur l'aspect médical, parce que c'est pas l'objectif. Non, mais voilà, c'est de parler un petit peu de ton parcours. Voilà, oui, j'entends bien. Donc, oui, le Covid, ça a été l'entrée dans la grande porte. C'était la première fois, comme tu dis, c'est un fait historique. Ah bah, c'est historique. Et on s'est retrouvé effectivement happé par ce virus, très mortel au début, et il a fallu mettre en place. Et là, pour le coup, le pays a su mettre en place, a été très réactif, que ce soit au niveau des SAMU, des systèmes d'urgence. Les blocs se sont arrêtés pour remobiliser et le matériel et les personnels. Les salles de réveil sont devenues des réanimations. Enfin, vraiment, on a cette expérience. C'est exactement, je fais le parallèle avec les attentats de 2015. On a côtoyé l'horreur, l'infâme, et en même temps, on a côtoyé le meilleur de l'humain, c'est-à-dire cette solidarité, parce que nous, par exemple, dans certains hôpitaux, il y avait plein de commerçants de bouche qui avaient dû fermer et qui venaient nous apporter, qui cuisinaient tous les jours pour nous, je m'en rappelle. Et qui nous apportaient. Donc, je crois que c'est la période de ma vie où j'ai pris le plus de poids. Paradoxalement. Voilà. Oui, parce que c'était. Mais j'ai un souvenir même des gens de notre équipe qui te préparaient des petits plats. Mais je m'en souviens absolument. Hommage à Nadine Kazna, Dominique. Ouais, Dominique Boedec. Voilà, exactement. J'ai ce souvenir, en fait, il y avait une magnifique chaîne de solidarité. Et c'est vrai alors pendant cette période-là, donc il y a eu donc vous, les soignants, mais il y a eu, alors il y a aussi beaucoup d'artistes qui se sont révélés à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est un moment où c'est une mise à nu, c'est un retour sur soi, c'est de l'introspection, c'est tu te retrouves entre quatre murs, tu sais que t'as pas le droit de sortir, tu dois te faire une petite dérogation pour sortir, et c'est vrai que on l'a vécu. Alors je pense qu'il y a des vocations qui sont nées à ce moment-là, ou alors cette autorisation à devenir soi-même. Donc il y a beaucoup, enfin sur un plan purement sociologique aussi, on peut voir beaucoup de changements de comportement, des gens qui veulent habiter dans la nature. Bien sûr, Non mais c'est vrai, hein, l'air de rien. Bien sûr, je sais que j'adhère. Moi, on le voit même par rapport aux villes. Des personnes qui se sont exportées en pleine campagne. Ce Covid, il a été marqué aussi donc par ces réveils un petit peu identitaires. Et c'est vrai que moi, je reçois beaucoup d'artistes en fait qui ont eu des révélations à ce moment-là. Donc c'est vrai que moi, souvent, je demande l'épisode Covid, qu'est-ce qu'il a provoqué chez les gens. Bien sûr. Et alors c'est vrai que toi, du coup, tu étais de la partie, mais j'ai envie de te demander du coup, le fait d'être psychologue en plus, est-ce que ça t'a pas, enfin, t'étais pas plus armée que les autres infirmières? Alors oui, il y avait armée, est-ce qu'on sur un plan psychologique, c'est-à-dire alors en première vague, on n'avait pas les visites parce que les visites étaient interdites, sauf sur des situations désespérées où on autorisait exceptionnellement. Mais à partir de la deuxième vague, les proches venaient, enfin comme dans les services de réanimation de beaucoup d'hôpitaux parisiens, des visites jour et nuit, etc. Bon, et donc là, c'est vrai que mes compétences de psychologue m'ont aidé à les accueillir, à leur expliquer ce qui se passait, à les installer. C'est ça, et même par rapport enfin, je pense au pire, mais quand tu avais des familles d'annoncer des choses tragiques. Alors, les annonces, malheureusement, pour le médecin, c'est vraiment un acte médical, donc c'est le médecin qui annonce soit une aggravation, soit un décès. Et que nous, en tant que soignants, on accueille la famille, on réexplique. Voilà. Parce que, oui, mais une infirmière qui n'est pas armée, j'ai envie de dire, psychologiquement, c'est compliqué. Alors, on peut être psychologue et pas du tout être armé, en fait. Ça dépend. Non, mais trouver les mots justes, peut-être, pour alors, les mots justes, annoncer des choses. J'ai plein de collègues infirmières qui ne sont pas psychologues, qui ont bossé en réanimation pendant très longtemps et qui ont un savoir-faire et un savoir-être, un savoir-parler qui est exceptionnel. Oui, voilà, mais est-ce que c'est des qualités qu'on trouve chez les infirmières automatiquement ou... Je pense que quand on choisit de faire ces métiers au plus proche de l'humain en détresse, dans toutes les détresses possibles, hein, parce que bien sûr, c'est pas juste une affaire médicale, de pathologie, de détresse vitale, c'est
une personne qui souffre de sa condition, un corps qui est très Mais c'est ça. voilà, qui porte les stigmates d'une maladie, etc. Donc bon, on côtoie la mort, on côtoie les pronostics engagés, etc. Donc forcément, on a un intérêt pour ça, et quand on s'intéresse à ça, on se préoccupe de savoir comment aborder ça. Et parfois, la meilleure posture, c'est une présence humaine et silencieuse. Parfois, on ne dit rien et on est là et c'est ça, ouais. On tend un mouchoir, on tend un verre d'eau, et c'est vraiment la présence au sens noble du terme. Mais, alors, est-ce que vous avez le temps techniquement d'accorder ce moment Alors, pas toujours. Oui, c'est ça, parce que je pense toujours au Covid où c'était, ça devait être compliqué. Hein, pas toujours. On s'efforce. Donc parfois on fait des va-et-vient, etc. Mais on essaye autant que possible. Et là, pour le coup, souvent dans les réanimations, il y a des psychologues, et les psychologues, pour le coup, viennent apporter ce temps manquant de soutien. Et nous, on peut revenir entre deux soins, comment allez-vous, demander si la personne a besoin de quelque chose, sur des choses, ce que j'appelle moi le nursing psychique, c'est-à-dire qu'au-delà des mots, c'est une présence, proposer à la personne de s'asseoir, lui proposer un verre d'eau, un café. Bon, alors avec moi, tout le monde mange en général, mais, et d'être là, de dire je suis là, de prévenir, bon là je vais aller voir un autre patient, mais je repasse tout à l'heure. Il y a aussi mes autres collègues, parce qu'on travaille toujours en équipe. Ouais, donc, mais c'est ça. Voilà, donc c'est du temps, c'est pas le temps chronologique, c'est le temps, enfin chronométrique si je puis dire, c'est le temps sincère à l'instant T. Donc, alors moi, entre guillemets, j'apprends pas grand-chose parce que je sais que tu as ces qualités humaines. et non, mais ce que j'essaye de faire le lien entre l'artistique, mais en réalité, tout est lié, tout est lié en fait. Et j'ai envie de dire, ton parcours, il est assez logique. Et le fait que tu aies aussi cette prédisposition pour le théâtre, la danse, en fait, t'es quelqu'un de très complet au niveau non mais qualité humaine parce que et c'est pas donné à tout le monde hein, donc c'est pour ça que j'insiste et que je voulais vraiment te recevoir parce que je sais que moi j'étais décrite comme quelqu'un d'inspirant. Merci. Et c'est vrai, non mais je sais que j'ai beaucoup d'admiration pour toi parce que déjà moi je t'ai vu à l'œuvre pendant le Covid, hein, c'était être multicasquette comme ça, rentrer chez soi juste le temps de manger, se coucher et puis se relever quoi. Pendant que nous on était là glandouillés derrière nos téléphones à essayer de trouver un sens à nos vies. Non mais c'est vrai, enfin j'entends que ça a dû être compliqué. C'était très différent, nous on était bloqués en fait, bloqués, coincés. Alors il y en a qui ont très très bien géré leur temps, puis d'autres il y a eu des dépressions, bien sûr. Tu dois connaître ça, le syndrome de la cabane. Exactement. J'en ai souffert moi de ça parce que moi j'avais peur de ressortir, tu vois. Je faisais partie de ces gens qui finalement le confinement. C'était un gros motif de consultation. Ah ouais, c'est. Alors explique-nous un petit peu ce syndrome de la cabane. Alors le syndrome de la cabane, les gens connaissent au départ, c'était connu chez les orpailleurs qui, aux Amériques, etc., restaient des semaines et des mois seuls, isolés, à chercher de l'or. Et lorsqu'ils devaient revenir à la vie, etc., c'était extrêmement compliqué pour eux parce que ils se reconfrontaient à la foule, aux interactions sociales. Et donc, on appelait ça un peu le syndrome de la cabane, qu'on a transposé, effectivement, au moment du déconfinement. Donc, le 11 mai. Voilà, les 11 mai. Moi, je m'en souviens, je faisais la dernière journée en réanimation de la première vague parce qu'on savait que la deuxième était en train d'arriver. Ah, vous le saviez, hein. Oui. Ah, on le savait. On n'en savait pas. Oui, mais nous, on en parlait déjà dans les réanimations. On se doute bien, et c'est la vie de n'importe quel virus, que les virus, en général, ils ne font pas que passer. Parce que le but, c'était qu'on attrape le plus possible après, non? Alors, non. C'est quand même ce qu'on nous avait dit. Il y avait plusieurs théories, mais je rentrerai pas dans les théories qui ont été avancées. Moi, je me contente juste de partager avec toi. Je le fais avec plaisir sur mon expérience. Après, il y a beaucoup de polémiques, de choses comme ça. Je ne veux pas rentrer dedans. Mais ce qui est certain, c'est que ce soit l'immunité collective, la vaccination, en tout cas, les choses ont permis aujourd'hui de rendre ce virus moins dangereux. Il l'est toujours pour des gens polypathologiques comme la grippe. Chaque année, la grippe tue. Le Covid aussi. Mais on est rentré dans, on a pu reprendre une vie normale, sociale. Et ça, c'est quand même... Alors, on revient au syndrome de la cabane. Ouais, ça te fascine, ça. Mais non, parce que moi, je pense que je l'ai... Alors, je l'ai pas identifié à 100%, mais je pense que je l'ai eu.
parce que j'avais des réactions assez bizarres, je me rappelle. Et alors, paradoxalement, moi, je pouvais sortir, mais j'avais 2 chiens. Donc, le Covid, moi, je sortais. Hein. Ouais. Bah oui. Les pauvres, ils devaient avoir les coussinets usés. Ah non, mais j'en profitais. Au lieu de les sortir les 2 en même temps, je faisais 2 sorties. Bien. Bah oui. Et puis plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Donc, en fait, je sortais. Alors, bon, entre nous soignés, je faisais pas les mots là. C'était. Oui, les attestations. Ouais, pour chaque chien, chaque sortie, tu te rends compte. Bon, moi, j'avais le Graal, j'avais l'attestation de l'hôpital. Non, mais c'est vrai que c'était compliqué cette histoire de changer. Alors, on changeait l'heure, je mettais du Tipex. Enfin, bref. Mais bon, moi, je sortais quand même, mais je sortais, il y avait personne. Moi, quand je traversais le bois de Vincennes pour aller travailler en réanimation, donc en général, il faut y être à 7h, 7h moins le quart, habillé dans le service, comme je le dis aux étudiants infirmiers, c'est pas 7h dans le vestiaire. Quand je traversais le bois de Vincennes, je voyais des grenouilles, des lapins, des renards, des choses qu'on ne voit jamais. Même des oiseaux. Le ciel était magnifique. Hein, c'était impressionnant. Moi, j'avais fait plein de photos du ciel parce que ça se voit quand il n'y a pas de pollution du tout, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Et c'est vrai que le retour, entre guillemets, à la vie normale a été compliqué pour moi. J'avais du mal à me rendre quelque part. On devenait presque... enfin, comment dire, parano. Un peu phobique. Ouais, complètement. Complètement. Et du coup, moi, je sortais à contre-courant. J'allais pas au supermarché en même temps que tout le monde. Mais en même temps, c'est humain. Il faut. En fait, il y a plusieurs choses. Enfin, c'est ma lecture de ce qui s'est passé. Non, mais ça m'intéresse. Il y a plusieurs choses. Il y a l'effet collectif où finalement, rapidement, on a fait comprendre à tout le monde, à tout citoyen, que l'autre en face, qui est notre alter ego, toi, Cathy, qui est auditrice, que vous représentiez un danger. C'est-à-dire que finalement, on a incarné le fait qu'on pouvait tuer l'autre. C'est ça. Voilà. Donc, ça crée aussi des mouvements psychiques très archaïques, d'angoisse, de peur de l'autre, de crainte, d'évitement. Et d'un coup, on nous dit, déconfinement, tout le monde sort, c'est le 11 mai, il fait beau, tout le monde est ravi, le monde d'après. Mais les gens sont sortis avec ces angoisses mortifères. Complètement. Et puis, il y a effectivement, à titre plus individuel, quelque chose de l'ordre de j'ai été confiné, donc on crée une espèce de cocon, des habitudes de vie, etc. Et d'un coup, il faut se mettre à poil, c'est-à-dire se sortir de son cocon, de sa chrysalide. Très violent. Voilà, d'avoir des espèces d'ailes de papillon toutes froissées, toutes fragiles, effriables, et du coup de se sentir un peu à nu, comme si on était nu comme un verre en plein milieu de nos gens. Donc voilà, enfin de nos gens. Mais moi, je crois même que le 11, je suis pas sortie. Enfin, pas plus que ça, en fait. J'arrivais pas. Mais moi, le 11, j'ai travaillé de 7h à 19h et je suis rentrée me coucher. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je me rappelle parce qu'on avait aussi fait une chanson je m'en souviens. Sur le déconfinement. Et en fait, je sais que cette journée-là, j'arrivais pas à sortir spécialement. En fait, dans ma tête, j'étais encore confinée. En fait. Et après, j'ai lu là-dessus, en fait, syndrome de la cabane. Et je me dis, tiens, j'ai peut-être ça, en fait. C'est probable. Sans le savoir. Après, je me suis pas soignée plus que ça, mais je pense que je l'ai trimballé un certain temps. Parce qu'en novembre, quand on nous a reconfinés, j'ai eu tout de suite les réflexes, mais je crois qu'en réalité, je m'étais pas si déconfinée que ça, tu vois. Et c'était très bizarre, en fait, ce qu'on a vécu. Et je pense qu'on garde quand même, parce que ça fait quoi, 5 ans, hein, 6 ans, ouais. Alors, la crise est arrivée en 2020, mais elle s'est prolongée de façon assez sévère par vague jusqu'en 2022. Ouais, puis après, il y en a plein qui arrivaient plus à faire la bise. Enfin, ça a développé des choses. Et ça a même changé un peu aussi. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aimait beaucoup recevoir. Je reçois beaucoup moins, mais parce que c'est une perte de réflexe. C'est pas de me dire on va me contaminer, etc. Mais c'est, j'ai pu l'initiative de dire tiens, allez, je vais faire. Tu vois, l'après-Covid a quand même été extrêmement marquant. Pour le coup, il y a un avant et un après. Complètement. Et moi, alors toi, t'es psychologue, mais moi, je le vois. Alors moi, j'aime beaucoup la sociologie, et c'est vrai que même je le voyais, même dans les élections, le nombre de familles qui sont arrivées à nos gens, en fait, récemment, qui l'étaient pas, et qui ont voulu s'éloigner de Paris, qui ont voulu vivre en banlieue, tu vois, avec soit des maisons avec jardin. Enfin, il y a eu changement de comportement. Et ça, on s'en rend compte, en fait. Ça a été... il y a l'après-Covid, voilà. Donc, bon, on a fait une grosse parenthèse, mais je pense que c'était bien qu'on en parle. Mais c'était bien qu'on en parle, parce que ça marque l'humanité, ça marque tout le monde, et puis
c'était bien de l'aborder parce que c'est dans ce moment très mortifère, effrayant, et ben il y a plein d'initiatives, de créativité, alors pas forcément artistique au sens propre du terme, mais de créativité, de pulsion de vie. Le petit cahier pour chaque patient, la photo du patient avec ses proches, la photo des soignants pour réhumaniser, parce que quand on a des Robocop, etc., bon, bah forcément, on est... Mais alors, parce que j'en reviens à ta passion pour la danse, mais du coup, comment tu as appréhendé la danse? Après coup, tu as pu reprendre... Alors, pas tout de suite, parce qu'en fait, les vagues se sont un peu enchaînées. Donc, en plus de mon travail de psychologue, j'ai continué en tant qu'infirmière à faire beaucoup de réanimation. Donc là, j'ai complètement délaissé la danse, si ce n'est sous la douche ou à la maison en faisant mes tâches domestiques. Mais voilà, et j'ai repris donc les masterclass il y a 2-3 ans. J'ai hâte de te voir. En avril. Vous faites des spectacles? Non, pas du tout. Alors là, c'est vraiment danse des fouloirs, sympa, dans une salle parisienne, avec un chorégraphe américain, très sympa. Mais vous faites jamais de spectacle? Non, c'est pas le but. Le but là, c'est plus d'être dans la performance. En fait, c'est de danser pour danser, d'être dans une belle énergie, de se faire plaisir. Alors, tu as dit le mot magique, énergie. Voilà. Exactement. Parce que alors, tu peux nous expliquer par rapport aux hormones qu'on sécrète quand on est... Alors, donc, il y a plusieurs hormones du plaisir. Il y a les ocytocines et il y a de la dopamine. La dopamine surtout. Et donc, les endorphines. La sérotonine, parce que je les confonds toutes, moi, les 4. Oui, alors, bon, on va pas les lister toutes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on exerce, quand on pratique un art, un sport, une activité qu'on aime, le cerveau va sécréter des neurotransmetteurs, du plaisir, de la récompense. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a des expressions qu'on utilise, nous les psychologues, elle a endorphinisé la situation. C'est-à-dire que... Elle a sécrété de l'endorphine, elle a pris du plaisir dans cette situation et qu'elle répète. Alors, donc... et ça, c'est vrai que c'est important. C'est-à-dire que le corps réagit aussi physiologiquement aux situations dans lesquelles on est, qu'on se crée de plaisir, d'angoisse. D'où l'importance d'avoir, parce que voilà, je finis ma phrase, mais c'est important d'avoir quelque chose qui te je trouve pas le mot, mais qui t'épanouit. Enfin, c'est le mot. Oui, on a tous besoin de ça. Parce que moi, je sais qu'à chaque fois que j'allais voir le médecin, donc il y a quelques temps, il me disait bon, est-ce que tu t'es mise au sport? Je fais non, toujours pas. Et en fait, je somatisais énormément, et en fait, il n'arrêtait pas de me dire à chaque fois, je ne peux rien pour toi, il faut que tu fasses du sport. Donc ça a mis peut-être 10 ans à faire son chemin. Mais en fait, l'important, le sport, alors il y a le sport, il y a plusieurs catégories de sport, mais faire quelque chose qu'on aime, qui nous épanouit, qui nous fait du bien, fait qu'on sécrète ces fameuses hormones et qui nous épanouit et qui, alors après, Mais le problème du sport, c'est qu'on a une approche soit hyper athlétique de performance, soit une approche médicale, un peu de fait du sport, ça fait partie des soins, etc. Donc le sport arrive comme une contrainte, comme un traitement en plus des comprimés et de l'équilibre alimentaire. Et du coup, c'est pas vendeur. Je pense qu'il faut. Moi, je sais que j'ai des patients. Voilà. Moi, j'ai des patients que je vois soit à l'hôpital en tant que psychologue ou au cabinet. Qui me parlent de ça, je leur dis mais qu'est-ce que vous aimez faire? Réfléchissez à ce que vous aimez faire. Et déjà, c'est une approche différente de dire vous êtes diabétique, vous êtes en surpoids, faites du sport. C'est chercher une activité qui vous plaise. Mais est-ce que toi, en tant que psychologue, tu peux orienter vers un sport quand tu sens que quelqu'un est en déséquilibre un petit peu? Alors, je vais être honnête, je suis pas fan de sport, à part la danse. Le sport, un sport, la danse. Oui, la sport, vraiment, c'est pas mon truc. Donc, je n'ai pas forcément le réflexe. Mais orienté vers la danse? Oui, alors l'expression corporelle de la danse. Je dis, si vous aimez la danse, non, parce que c'est une manière de se réapproprier son corps aussi, d'être aligné, parce que c'est aussi chimique, en fait, quand on n'est pas bien dans sa tête, c'est parce que on rumine beaucoup. Moi, je sais qu'à chaque fois que je fais du sport, j'en ai pas fait depuis quelques mois, mais quand je faisais du sport, en fait, je me déconnectais complètement de moi-même, de mon psychisme. Et parfois, j'avais des trucs en tête qui me prenaient la tête au sens propre du terme. Et je sortais de ma séance de sport et j'avais l'impression d'avoir appuyé sur reset quand même. Et parfois, c'est peut-être... En fait, si tu veux, il y a l'activité en elle-même, mais il y a aussi le fait, par exemple, quand tu accompagnes un patient qui fait une attaque de panique. Alors, bien sûr, parfois, il faut donner un traitement, etc. Mais une attaque de panique, tu
tu fais de la défocalisation, c'est-à-dire que tu essaies de décentrer le patient de ses rémunérations. Oui, c'est vrai que c'est source d'angoisse, la rémunération, de ses ruminations, voilà, et que le fait que tu arrives à le décentrer sur quelque chose qu'il aime, le faire parler de son chat, ouais, mais c'est ça, c'est des techniques. C'est des techniques qui permettent de décentrer des ruminations et du coup d'aller mieux et d'abaisser effectivement le stress, parce que le stress, on sécrète du cortisol, etc., et que ça épuise aussi physiologiquement et psychiquement. D'accord. Parce que je te dis, médicalement, moi, par rapport au fait de somatiser, hein, donc somatiser, ça veut dire c'est le corps qui souffre pour toi, enfin qui te témoigne d'un mal-être quelque part. Et c'est vrai que le sport pour moi a été une réponse, hein, sincèrement. Je vais moins chez le médecin depuis que j'ai fait du sport. Mais parce que médicalement, on m'expliquait à chaque fois, alors c'est le sport. Il y a rien à faire, faut évacuer. Mais après, on est tous différents. Il y a des gens qui vont bien. Mais après, voilà, faire quelque chose qui t'épanouit, qui te fait du bien, Et c'est vrai que là, pour moi, alors j'ai fait aussi de la moderne jazz, alors pas à ton niveau, mais c'est vrai que c'était aussi un mode d'expression corporelle qui me plaisait beaucoup, parce que socialement, souvent on est confronté les jours de l'an, les anniversaires, et c'est bien d'être même avec la musique, hein, d'être en rythme, simplement coordonner les jambes et les pieds. C'est l'air de rien, c'est pas à gagner. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que autant la danse classique, ça me rasait au plus haut point. J'en ai fait aussi. J'en ai fait aussi. Autant la moderne jazz, en plus, je trouve que c'était des musiques très actuelles. Oui, c'est ça. Donc ça te permettait d'avoir l'air moins bête dans les booms ou les choses comme ça. C'est un bon terrain d'entraînement pour les soirées. C'était bien pour les. Moi, je me rappelle. J'ai un bon souvenir de la moderne jazz. C'est vrai que je trouve que ça devrait. On devrait proposer ça, mais aussi bien aux garçons qu'aux filles. Il n'y a pas de pour apprendre à un petit peu appréhender son corps dans ses années d'adolescence où le corps change beaucoup. Et c'est vrai que c'est une manière de s'épanouir beaucoup. Et c'est vrai que t'es un peu ma première danseuse que je reçois dans cette émission. Non, c'est vrai. Merci. Et j'en reçois un deuxième demain. Et oui. Hein, et c'est vrai que moi j'ai envie d'appréhender un peu toutes les formes artistiques, corporelles et tout ce qui peut épanouir. Parce qu'il y en a qui vont trouver de la détente dans le fait de prendre un crayon, un stylo, d'écrire, un pinceau, tout simplement. Bien sûr. Et c'est vrai que mettre un peu de musique et se dire tiens je vais danser. Moi je sais que j'ai ma fille qui adore danser et ça fait partie des choses qui épanouissent vraiment. Et je pense que c'est pas toi qui va me contredire là-dessus. Non, absolument pas. Et donc de ce que je voulais appréhender aussi le théâtre, parce que le théâtre aussi ça permet vraiment quand tu t'appropries un texte, rentrer dans la peau d'un autre personnage. Alors moi c'est une question que j'avais eue déjà avec Laurence Le Dantec. Comment on fait quand on doit s'approprier un personnage, tu vois, le texte d'un protagoniste dans une pièce de théâtre par exemple, et à réussir après à se détacher en fait, faire la part des choses entre eux, parce que soit le personnage il te ressemble beaucoup, soit il est aux antipodes de ta personnalité, et réussir à faire la part des choses. Donc comment on y arrive Alors moi j'ai eu des formations théâtrales où on devait être le personnage, pas jouer le personnage. Donc ça, c'est déjà une première notion. Incarner. Donc c'est devenir. C'est devenir. Donc si par exemple on doit jouer un personnage colérique, méchant, c'est d'aller chercher en nous, c'est quoi ma colère. Moi, Farida, comment je suis quand je suis en colère. Comment je suis quand je suis méchante. C'est dur d'aller chercher sa colère. Ben oui, mais et de mettre au service du personnage finalement ce que l'on est. Donc on va puiser en soi. On va puiser en soi parce que du coup ça rend l'incarnation du personnage beaucoup plus authentique. On ne joue pas, on est le personnage mais avec ses propres ses émotions et surtout sa façon de les exprimer. Chacun a sa façon il y a des colères froides, des colères bruyantes, etc. Mais c'est pas inné quand même d'aller chercher en soi cette. Alors moi c'est vrai que j'adorais faire ça quand je faisais du théâtre. Alors avec les ateliers thérapeutiques que j'ai pu animer en psychiatrie, on faisait pas du tout ça parce que là c'était un peu compliqué, on travaillait complètement autrement. Mais dans le théâtre que j'ai pu faire, moi j'adorais faire ça parce que en même temps ça oblige à aller explorer ton émotionnel, de savoir finalement d'exhumer des choses que parfois on a tendance à enfuir et à fuir, et donc du coup de les exhumer et de les mettre au service d'un personnage et d'un jeu scénique.
Et c'est vrai que du coup, ça rend le personnage vachement authentique, parce que du coup, le personnage est habillé par tes émotions. Mais s'il y a des émotions que tu n'arrives pas à sortir, par exemple. Alors, moi, en général, bon, par exemple, la tristesse. Ah, mais alors là, moi, au théâtre, je pouvais pleurer sur commande, Ah ouais, me fâcher sur commande, ah après ouais, aller avoir taper la bise. avoir un fou rire. Ah, mais oui, oui, oui. C'est-à-dire que je suis. Enfin, d'ailleurs, parfois, ça faisait peur. Moi, ça me dit, mais Farida, t'énerve pas. Je fais, mais non, là, je suis en train de jouer, tout va bien. Ouais. Parce que c'était vraiment authentique. C'est-à-dire que c'était ma colère au service du Mais alors, personnage. est-ce que tu crois pas que c'est aussi tes facultés, justement, de psychologue qui ont fait que. Alors, quand je faisais du théâtre, c'était avant. C'était avant de devenir psychologue. Ouais, mais t'avais déjà ça en devenir, c'est-à-dire Ouais. que t'avais. Et puis, c'est aussi, quand on lit le texte, c'est aussi la meilleure façon. Oh la vache. Oui. Pardon. La meilleure façon de se préparer, c'est de rentrer en résonance et en empathie. Et ça, c'est des compétences de soignant. Oui, c'est ça, mais j'ai envie de dire tout est lié parce que si t'avais pas eu ces facultés-là, même pour être un bon acteur, enfin, on peut faire du théâtre, mais être bon ou pas bon, c'est aussi à l'épuiser en soi et réussir à passer d'une émotion à une autre, c'est fait que t'es un bon comédien qui peut tout jouer en fait. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est lié aussi à le fait que t'avais ces facultés en c'est-à-dire devenir en résonance. Par exemple, on peut me demander de jouer Joker. Je suis capable de le faire, et on peut me demander de jouer Candy, la petite infirmière mignonne gentille, je suis capable de le faire aussi. C'est-à-dire qu'on rentre en résonance, en lisant le texte, on essaye aussi de se renseigner, parce que c'est aussi du travail un peu de culture et d'information, d'aller rechercher aussi l'univers. Si par exemple la pièce se passe au Moyen-Âge, il faut aller aussi s'incarner, s'imprégner de l'ambiance des villages au Moyen-Âge, des mœurs, etc. Parce que ça colore aussi les choses. Bah, complètement. On n'est pas la même, etc. Et du coup, ensuite, s'intéresser au personnage. Qui était ce monsieur, cette dame? Qu'est-ce qu'elle faisait? Et alors, Oui, non, mais tout ça, j'en suis parfaitement consciente. Et est-ce que aujourd'hui, tu fais encore du théâtre? Non, là, par contre, j'ai plus le temps parce que ça te manque pas? Non, parce que je préfère danser maintenant. Si tu devais choisir, Oui. Mais est-ce que tu crois pas qu'à un moment donné, ça va quand te rattraper? Quand j'aurai un corps arthrosé et que je pourrai plus danser comme je danse, je vais peut-être repartir dans le théâtre. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose que tu as profondément en toi. Oui. Et qui finalement, alors tu peux peut-être le manifester autrement parce que. Oui, alors moi je suis beaucoup dans l'humour, le jeu avec les patients, leurs proches. Alors bien sûr de façon posée, respectueuse, etc. Mais parfois ça permet de faire un petit pas de côté, de déballonner, de lever un peu la pression et aussi de se rendre accessible, parce qu'à l'hôpital, quand on a une blouse d'infirmière, une blouse de psychologue, parce que j'ai porté les deux. Finalement, t'as déjà des casquettes. C'est parfois, ça peut être intimidant. Donc le fait parfois d'être dans une attitude, tout en respectant bien sûr la place de chacun, un peu, je dirais familière, mais pas forcément irrespectueuse, mais un sourire, un mot, une blague, etc. Bien sûr, encore une fois, j'insiste, de façon respectueuse et courtoise, ça permet un peu de casser cette distance qui parfois empêche la relation soignant-soigné. Oui, mais moi, alors de ce que j'ai l'impression, c'est que vu de l'extérieur, en fait, tes facultés de comédienne, tu les utilises déjà dans ton quotidien. Oui, bien sûr. De ce que je comprends, parce qu'en fait, t'as mille et une vies en fait, hein, et finalement t'es déjà actrice. T'es actrice déjà. Parce mais je reste authentique. Ah oui, bien sûr. C'est Farida qui est en face du patient. Bien entendu. Des amis. Bien entendu, mais comme tu incarnes déjà toutes ces qualités humaines, je me répète, mais je le pense, qui font que finalement il y a ce tout qui fait que Farida, elle peut aussi bien passer de l'infirmière soignante. Accompagnante aussi, parce que je pense que tes facultés de psychologue agissent aussi en tant qu'infirmière, que quand tu es aussi psychologue, tes facultés d'infirmière rentrent aussi en ligne de compte dans ton attitude de tous les jours. Et moi, je te vois plus dans ce contexte-là, hein, finalement, parce que j'ai jamais été ni ta patiente. Et tant mieux pour toi. Et voilà. Mais après, d'un point de vue extérieur, je pense que voilà, en fait, t'incarnes déjà tout ça, toi toute seule. C'est que tu aurais pu, et la vie n'est pas terminée, hein, mais être encore le plaisir d'aller t'applaudir sur scène. Non, mais pourquoi pas? Attends, moi, je me projette toujours dans le temps et dans l'espace. Je vois ça. Mais non, en fait, ce que j'essaye de dire dans Artistiquement Vôtre, c'est que
quand on a profondément ces facultés-là, il y a un moment où on est forcément rattrapé. Et souvent, j'aime bien les titiller mes invités parce que je sens qu'au fond d'eux, pour certains, ils sont à 2 doigts d'écrire un bouquin, pour certains, ils sont à 2 doigts d'écrire une chanson, ou ils sont à 2 doigts de... Ouais, et en fait, je sais que, en fait, je pense que tu es profondément artiste, en fait, au fond de toi. D'accord. Ouais. Parce que tu as toutes ces qualités. Tu sais, l'artiste, il est extrêmement sensible. Et souvent, il a des notions de psychologie, alors pas à ton niveau, bien évidemment, mais il a déjà il a ce côté soignant, il l'a aussi. Parce qu'en fait, tout est lié. Hein, d'ailleurs, on parle d'art-thérapie. Mais c'est l'art est beaucoup utilisé. Mais ça se développe énormément, l'art-thérapie. C'est pour ça que je pense que, sincèrement, la fibre artistique, tu l'as, en fait. Et on l'a démontré au travers de la danse et du théâtre. Mais je pense qu'à un moment donné, quand tu auras peut-être un certain âge, comme tu dis, eh bien, peut-être que tu auras envie à ce moment-là de te dire je sais pas, d'une troupe de théâtre un peu plus senior, ou j'en sais rien. Enfin, c'est pas péjoratif. Non, mais c'est pas péjoratif, mais dans le sens où, en fait, à partir de 60 ans, on est déjà senior. Alors, tu vois, ça va vite, hein. Et s'autoriser ces choses-là, en fait, parce que, en fait, je pense que c'est des choses qui font qu'on vieillit pas, tout simplement, qu'on reste accroché à des idéaux. Parce que qu'est-ce qui fait vieillir, en fait, c'est de plus avoir d'idéaux, de plus avoir des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous font, des choses qui nous font profondément vibrer. Et même, tu vois, le théâtre pour la mémoire, c'est excellent. Enfin, tu vois, même pour créer du lien avec les gens. Donc même dans les villes, tu vois, stimuler les seniors, mais les seniors avancés, plus, leur proposer comme ça pas mal de choses qui font que ça les épanouit en profondeur. Et c'est pour ça que je pense que tu as vraiment cette fibre artistique en toi. Et je sais que ça fait déjà 1 heure qu'on est. Je vois que ça s'agite autour de nous, mais bonjour. C'est que voilà, artistiquement vôtre, c'est aussi ça, en fait, c'est des profils de gens inspirants qui ont profondément une fibre artistique, qui ont peut-être fait des métiers entre guillemets en parallèle de leur passion. Mais je pense qu'à un moment donné, t'es rattrapé par tes passions, que tu le veuilles ou non, parce qu'en soi, tu l'avais déjà petite fille. Je t'ai pas connue petite fille, mais je pense que t'avais une prédisposition à aller vers les autres, cet altruisme, ce besoin d'aider. Je pense que t'étais comme moi. S'il y en avait une dans la rue à aller me demander le chemin, c'était à toi qu'on demandait. Donc, Bon, après, je pouvais aussi mettre des pinces-oreilles dans les bonbons Pimousse pour ceux que j'aimais pas. Hein. Oui, non mais j'ai bien entendu, mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est des qualités humaines avant tout. Oui, j'entends bien. Et en fait, l'artistique, on triche pas avec l'artistique. On triche pas. Hein, t'es d'accord, et parce que quand tu fais une toile ou que tu chantes une chanson, que t'écris un bouquin, c'est une vraie mise à nu, en fait. Même au théâtre, tu te mets à nu, quelque part t'es à poil, hein, quand tu dois changer de vêtements, changer de peau, t'incarnes des choses, et c'est vrai que moi j'adore les artistes, hein, les tempéraments artistiques, parce que ils ont un truc en eux qui vibre. Et c'est vraiment ça que je veux démontrer. Comme demain, j'ai Eric Coiffeur qui est profondément artiste, qui est visagiste, qui a touché à la danse et tout ça. Et vous avez tous ces points communs, en fait, que j'essaye de démontrer, et on l'a parfaitement démontré aujourd'hui. Hein, c'est que tu as toutes ces facultés réunies. Et alors moi j'ai envie de te dire, dans 5, 10 ans, 15 ans, tu te vois où, quand, comment Oula. Parce que je pense que quand infirmière un jour, infirmière toujours, tu auras toujours voilà, ça en sans toi, doute s'il y a une autre crise, j'y retournerai. Alors ne le souhaitons pas, bien ne le souhaitons pas, mais... déjà pour l'humanité, faut pas le souhaiter. Même psychologue, les psychologues, psychologue, c'est un métier que j'aime aussi beaucoup. Ouais. Donc je pense que je vais être psychologue encore un sacré bout de temps. Parce que je pense qu'il y a pas une vraie retraite pour les psychologues. Vous êtes comment dire, il y a pas on est fauché en étant psychologue, et on est fauché à la retraite aussi. Ouais, non, mais je veux dire, il n'y a pas d'âge spécial. On dit pas, tiens, j'ai 64 ans, faut que j'arrête. Non. Ouais, c'est ça, c'est des métiers, tu peux les... Bon, infirmière en réanimation, je pense qu'à 64 ans, c'est compliqué. Enfin, je vois c'est déjà, ça, mais je veux dire, tu peux être psychologue jusqu'à... Voilà. Je suis pas sourde. Donc, tu peux très bien avoir ton cabinet de psychologie et puis faire un petit studio de danse derrière. Enfin, non, je rigole avec toi, mais je veux dire, tu peux très bien imaginer pas mal de passerelles dans 5, 10, 15 ou 20 ans, hein, ça va vite, mais
même ou animer dans ton quartier des séances d'art-thérapie ou de théâtro-thérapie, je sais pas si ça se dit, mais parce que il y a beaucoup la confiance en soi, le développement personnel, ça passe aussi là-dessus. Donc il y a beaucoup de coachs aujourd'hui aussi. Ça c'est encore autre chose. Ouais, mais qui utilisent le théâtre ou l'improvisation ou le fait d'apprendre à parler en société. Tu vois, enfin, moi, j'ai assisté à des conférences de développement personnel. Forcément, ils prennent des notions de psychologie. Ah oui, bien sûr. Hein, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui se sont révélés aussi après Covid. Hein, il y a beaucoup de ce que je vois. Hein, il y a des nouveaux moi, métiers. j'ai une très bonne amie qui est coach, qui fait du coaching scolaire et aussi personnel, et qui est vraiment excellente, et qui en même temps fait de la radio. Voilà. Non, mais c'est ça. Il y a beaucoup de choses. C'est une femme multicasquette, extraordinaire, et qui est vraiment très compétente dans tous les domaines qu'elle touche. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors moi, je sais que les coachs et les psys entre eux, c'est moyennement bien vu parce que comment dire, ça prend un petit peu le pas sur. C'est des métiers. Alors voilà. non, on peut se coacher en quelques pas ça comme mois, ça. En fait, le problème, c'est que justement, l'amie dont je parle, elle est extrêmement sérieuse, vraiment formée dans des vraies écoles de coaching, etc., avec une exigence, une déontologie. Et donc, du coup, moi, ces gens-là ne me posent pas de problème, parce qu'au contraire, moi, ça peut m'arriver d'envoyer des patients vers ce type de professionnels. Le problème du coach, c'est que maintenant, il y a des coachs pour tout, des coachs pour manger, des coachs pour s'habiller, des coachs machin, et on crée une espèce de dépendance psychologique, et on dit aux gens, finalement, vous êtes incapables de faire quoi que ce soit, et on met des coachs partout. En fait, c'est le côté excessif, et parfois, avec un défaut de formation, qui du coup dessert la profession de coach. Mais c'est ça. Et c'est contre ça, moi, je me bats contre ça. Je me bats pas contre les coachs parce que encore une fois, moi j'ai une très bonne amie qui est coach et qui est animatrice, journaliste radio et qui vraiment fait ça merveilleusement bien. Et que si j'ai des patients à envoyer, c'est à elle que je les enverrai. Donc non, il y a des coachs qui sont très bien, qui font un vrai travail, qui sont très pertinents. D'accompagnement, mais il y en a plein d'autres qui, voilà. Après comme parce que c'est ça, mais les coachs en fait, ils n'ont pas forcément votre parcours de psy, et donc ils n'ont pas forcément les notions. Alors eux, ils ont peut-être les solutions, mais ils ne travaillent pas sur les blessures en fait profondes. Donc ils gargarisent il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en réalité, est-ce qu'on travaille sur la petite enfance, c'est tout ce qui s'est passé, les traumas. Après, ça peut être complémentaire. Enfin, je veux dire, on peut tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un nouveau vrai débat. Ouais, voilà. Mais bon, on va peut-être s'arrêter là. On en reparlera, mais tant qu'Alibi nous a pas libérés, on a un peu d'espace. C'est vrai. Cool. On peut continuer. Et parce que moi, voilà, c'est des sujets qui m'intéressent aussi. C'est des nouveaux métiers, en fait, qui sont nés. Beaucoup après Covid. En fait, je me rends compte. Aujourd'hui, en fait, si tu as un problème psychologique, en fait, les gens vont aller plus facilement voir un coach avec une thérapie brève ou des hypnothérapeutes qui font en 2-3 séances ou le MDR. Enfin, tu connais tout ça. Alors, le MDR, c'est vraiment une thérapie à part qui est utilisée pour la gestion du traumatisme et qui travaille sur des effets neurobiologiques, c'est-à-dire que le MDR consiste à désintriquer l'émotionnel du souvenir. Parce que le problème du psychotrauma, c'est que le souvenir n'est pas que mauvais souvenir, le souvenir remet la personne dans le présent de l'événement traumatique, avec toute la sensorialité, les bruits, les odeurs, etc. Et on l'a beaucoup vu avec lors des attentats, lors de guerres, etc. Ou quelqu'un qui a un grave accident de voiture, il va entendre un crissement de pneus, et tout de suite ça va le reprojeter dans son moment traumatique. Et le MDR, ça vise déjà à remettre un peu dans le passé, parce que c'est un problème de temporalité aussi, le traumatisme, dans le passé, et que ça reste un mauvais souvenir, parce qu'on est d'accord que ça reste un mauvais souvenir, mais qu'il n'y a plus le retentissement émotionnel intense qu'il y avait au moment de l'événement. J'ai compris. Parce que voilà, donc aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que les gens, ils vont s'orienter vers ces nouvelles propositions et délaisser un petit peu les psys qui font un vrai travail de fond, qui est peut-être beaucoup plus long, parce que aller travailler à la petite enfance, ça se fait pas en 2-3 séances. Et effectivement, moi, c'est le ressenti que j'ai aujourd'hui, c'est que comme il y a ces nouveaux métiers de gens qui communiquent bien, parce que c'est beaucoup de communication dans le coaching, mais qui finalement, comme je me répète, mais qui ne travaillent pas sur les blessures profondes, donc toutes ces traumas qui sont installés
Donc j'ai l'impression que bon, on peut cumuler les deux, ça peut être complémentaire. Après, il y a des moments, je pense qu'il faut aussi évoluer, c'est-à-dire qu'autant moi je suis psychologue, psychothérapeute avec une obédience psychanalytique, autant je pense qu'il y a des moments, l'urgence c'est de soulager le patient de son symptôme, s'il a des TOC, des rituels de vérification, de lavage, etc. Vaut mieux qu'il aille voir un thérapeute TCC pour apprendre un peu à se désensibiliser de son TOC, ce qui n'empêche pas dans un second temps de faire un travail plus profond et comprendre le sens du symptôme. Mais je pense que moi, ce que je dis, tout est bon si ça aide le patient. Voilà, ça va être le mot de la fin parce que ça y est, je pense que ça va être fini. Mais en tout cas, merci Farida parce que on a fait un gros travail, enfin un gros travail. On a fait une belle séance où on a eu l'occasion de revenir sur tout ton parcours, toutes tes qualités, parce que moi, vraiment, je pense que tu as beaucoup de qualités. Tous tes métiers que tu fais et que tu aurais pu faire, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu aurais pu faire. Et te remercier de nous avoir apporté autant même sur le Covid, tu m'as donné beaucoup d'éléments que je n'avais pas, que j'ignorais. Et te réitérer toute ma gratitude d'être venue aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir offert ce temps de parole. Non, parce que c'est vrai que moi je trouve que ça alimente vraiment ce que j'essaye de démontrer. Voilà. Et tu es pour moi une personne très inspirante. Voilà. Une belle personne et on a encore 5 minutes de rab parce que je ne vois pas à lui y arriver. Mais bon, mais on peut pas couper le. C'est du bon. Mais je pas les chercher. Mais voilà, en tout cas, c'était artistiquement vôtre. C'était avec Farida Amir. Donc, on te retrouve sur les réseaux. Si quelqu'un veut te contacter sur les réseaux. Alors, j'ai un cabinet dans le 12e. Donc, j'ai un Doctolib, Farida Amir. Donc, on te trouve sur Doctolib. Voilà. Donc, sur Doctolib, si vous souhaitez. Donc, merci à Libye et merci à Artop.